Le Seigneur de l'Ombre, c'est parti. Le Seigneur de l'Ombre, crédité pour ce volume 3 à Oliver Johnson. Le Seigneur de l'Ombre, Dragon d'Or, 3e volume. Alors, voyons voir un petit peu. Comment combattre les créatures de la citadelle de l'ombre. Vous êtes un aventurier qui a sillonné une grande partie du monde connu. Votre insatiable besoin d'accepter les missions les plus risquées, de relever d'impossibles défis, votre goût pour le combat, vous ont amené à affronter les créatures les plus monstrueuses, des sorciers et des magiciens au pouvoir diabolique, et bien d'autres adversaires étranges et terrifiants. Et toujours, vous êtes sorti vainqueur des combats que vous avez dû mener contre eux. Ces années d'aventure ont développé vos réflexes, votre habileté et votre force à un point tel que peu d'hommes seraient capables de vous résister en combat singulier. Et, une fois encore, vous allez être amené à risquer votre vie, là où bien d'autres intrépides aventuriers ont échoué avant vous. Allez-vous vous montrer digne du surnom que vous ont fait mériter tous les exploits que vous avez accomplis? Car voilà bien longtemps que nul ne connaît plus votre véritable nom, mais que tous tremblent devant le Dragon d'Or. Alors, on va calculer nos points. Avant d'entreprendre la nouvelle aventure qui vous attend, il vous faut tout d'abord déterminer vos forces et vos faiblesses. 2 dés, un crayon et une gomme, et une feuille de papier sont tout ce dont vous allez avoir besoin pour cela. En pages 12 et 13, vous trouverez une feuille d'aventure sur laquelle vous pourrez inscrire tous les détails d'une partie. Nous vous conseillons de faire des photocopies de ces 2 pages afin de pouvoir les utiliser lorsque vous jouerez à nouveau. Lancez 2 dés. On lance 2 dés. Ça fait 7. Ajoutez 20 au chiffre obtenu et inscrivez le total dans la case endurance de votre feuille d'aventure. Ça fait donc 27. On a un total de départ de 27. Voilà. J'espère que ça se voit bien. Lancez ensuite un dé. C'est pas mal 27. C'est pas mal du tout. Ça aurait pu être mieux, mais c'était pas mal. Lancez ensuite un dé. Bon. Ajoutez 3 au chiffre obtenu et inscrivez le total dans la case habileté de votre feuille d'aventure. Ça commence bien. Habileté 4. C'est pas terrible. Non. C'est pas grave. Lancez à nouveau un dé. Ajoutez 3 au chiffre obtenu. 3 et 3, 6. Et inscrivez le total dans la case psy de votre feuille d'aventure. Donc ici, on a 6. Voilà, ça c'est pas mal. Et nous commençons le lore de l'aventure. Plantons la situation. Au royaume de l'Alassa, lorsque vous avez été élevé au grade d'officier de la garde personnelle de Vallafort, le roi de l'Alassa, vous avez cru que cette haute fonction allait vous apporter honneur et considération. Mais il en a été, hélas, tout autrement. En effet, il y a de cela 7 ans, Vallafort est parti en guerre contre les hordes de féroces gobelins qui menaçaient les frontières septentrionales du royaume. À la tête de son armée, il a franchi les hautes montagnes de l'Est, puis s'est dirigé vers les sombres contrées de Malberg, dans le but de prendre ses ennemis à revers. Avant son départ, Vallafort avait nommé son frère, Averoch, régent de l'Alassa. Tout d'abord, Averoch s'était montré un habile homme d'État, respecté de tous les habitants du royaume. Mais un jour, sans raison apparente, il s'est retiré dans la forteresse de l'Aigle, la citadelle royale, où, mis à part ses généraux et ses ministres, nul n'a pu l'approcher depuis. Et des ordres sont arrivés de la forteresse.
des ordres qui ont réduit peu à peu le peuple de l'Alassa à la misère la plus noire, des ordres que la gare à laquelle vous appartenez a dû faire respecter. Voilà 7 ans, la foule se pressait lorsque vous défiliez en uniforme chamarré dans les avenues de la capitale. Aujourd'hui, on vous fuit. La haine est grande à votre égard, car vous êtes l'instrument qui permet au tyran Averroch d'opprimer les habitants du royaume qui lui a été confié. Et comble de malheur, voilà quelques semaines, des soldats de l'armée de Valafort sont revenus, blessés pour la plupart, et ont rapporté que l'armée entière avait été écrasée par les gobelins dans une terrible bataille qui s'est déroulée en plein cœur des plaines glacées de Malberg. Le roi lui-même aurait trouvé la mort au cours du combat, le cœur percé par une lance ennemie. À cette terrible nouvelle, votre décision est prise. Vous jetez un dernier regard aux lieux qui vous ont été si familiers ces dernières années. À la chapelle, maintenant déserte et poussiéreuse, aux armes rouillées de vos nombreux compagnons, que la folie d'Averroch a fait exécuter. Mieux vaut affronter les dangers les plus grands que de rester ainsi au service de l'injustice. Aussi, dès la nuit venue, vous montez à cheval et vous vous enfoncez dans les ruelles étroites de la vieille ville. Un léger brouillard transforme en ombre fugitive les cohortes de mendiants qui n'ont plus que la rue pour logis. Enfin, vous arrivez aux portes de la ville, gardées par des sentinelles qui s'écartent en vous reconnaissant. Une fois les murailles franchies, vous éperonez votre monture pour vous éloigner au plus vite de la sinistre cité. Vous galopez maintenant dans une campagne désolée. Voilà bien longtemps, en effet, que les paysans ont renoncé à cultiver leurs champs, terrorisés par les bandes de brigands qui rançonnent le pays et assassinent les rares voyageurs qui s'y risquent. Avec amertume, vous vous souvenez de la richesse passée du royaume. Au bout de quelques jours, vous parvenez à l'orée d'une épaisse forêt que vous décidez de traverser. Mais lorsque la nuit commence à tomber, vous chevauchez toujours sous les lourdes frondaisons des arbres, dont l'ombre ne fait qu'ajouter à l'obscurité qui commence à vous envelopper. Bientôt, vous ne distinguez même plus le chemin que vous suivez. 1000 bruits inquiétants que vous entendez autour de vous donnent l'impression d'être surveillé par d'innombrables créatures cachées dans les fourrés. La peur commence à vous gagner lorsque vous réalisez que vous vous êtes égaré. Heureusement, il vous semble distinguer une lueur non loin de vous et vous poussez votre cheval dans sa direction. Vous débouchez enfin dans une clairière au milieu de laquelle se dresse une chaumière d'aspect pauvre mais accueillant. Ses fenêtres sont baignées de lumière et une légère fumée s'échappe de sa cheminée. Avec un soupir de soulagement, vous mettez pied à terre et après avoir attaché votre cheval à la clôture, vous frappez à la porte. Une femme apparaît sur le seuil de la chaumière, le visage rougi par la chaleur de l'âtre, où elle surveillait la cuisson d'un ragoût. Elle vous regarde d'un air inquiet, mais, remarquant les insignes royaux gravés sur vos armes, elle semble se détendre et vous invite à pénétrer dans sa demeure. La chaleur vous réconforte quelque peu, et la délicieuse odeur qui règne dans la pièce vous rappelle que vous n'avez rien mangé depuis le matin. Mais alors que vous vous tournez vers la cheminée, vous sursautez en apercevant un homme au dos voûté qui est assis face au feu. En vous entendant, il a très légèrement tourné la tête dans votre direction, mais pas assez cependant, pour vous permettre de distinguer ses traits. Et c'est seulement lorsqu'il vous adresse la parole que vous le reconnaissez. Votre surprise est telle que vous restez sans voix pendant un moment. Le personnage qui se tient devant vous n'est autre que le roi Valafort lui-même. Ainsi, il est vivant. Et vous remerciez le ciel du hasard qui vous a fait croiser son chemin. Vous vous précipitez pour vous agenouiller devant votre souverain, mais vous recevez un choc en découvrant son visage éclairé par les flammes qui dansent dans la cheminée. En effet, c'est un jeune homme qui était parti combattre les gobelins et c'est presque un vieillard qui vous fait maintenant face. De profondes rides creusent son front et ses joues. Ses yeux sont sans éclat et ses rares cheveux sont d'un blanc de neige.
le cœur serré. Vous ouvrez la bouche pour essayer d'exprimer votre joie de vous trouver en sa présence. Mais il lève alors une main tremblante. « Loyal sujet et noble guerrier, dit-il, sans doute êtes-vous la dernière chance de salut pour mon peuple et pour moi-même. On a menti lorsque ma mort a été annoncée. Je suis vivant, mais je suis si âgé. La mort ne tardera pas à me rejoindre avant l'heure. Aussi, ne dites rien et écoutez attentivement. Ainsi vous comprendrez la raison de ma présence en ce lieu. Après le désastre des plaines glacées, j'ai réussi à m'enfuir en compagnie d'une poignée de survivants. Mais nous nous sommes égarés en traversant les montagnes, et une effroyable tempête nous a séparés les uns des autres. Que sont devenus mes compagnons? Je l'ignore. Mais en ce qui me concerne, après avoir lutté des jours et des jours dans la tourmente, j'ai réussi enfin à atteindre les frontières du royaume qui avait été les témoins de ma splendeur passée. Ce que j'ai alors découvert m'a glacé d'effroi. J'avais laissé un pays riche et prospère. Je retrouvais un désert où régnait famine et misère. Pire encore, partout ce n'était que malédiction lancée contre Avérok, mon frère bien-aimé. Comment en était-il arrivé, lui, le meilleur des hommes, à ruiner de cette manière une terre si fertile? C'était là un mystère qu'il me fallait éclaircir. Aussi, je n'ai pas hésité une seconde. Après avoir revêtu un déguisement, je me suis mis en route vers ma capitale. Après des semaines d'un voyage fertile en dangers de toutes sortes, j'ai fini par arriver à la citadelle de l'ombre qui se dresse sur un pic à proximité de cette forêt. Des rumeurs rendaient en effet responsable son seigneur Arcane de l'invraisemblable changement qui était intervenu dans l'attitude de mon frère. Si seulement j'avais dirigé mon armée contre lui, au lieu d'aller la perdre dans les plaines du Malberg. Longtemps, j'ai cherché Arcane dans les labyrinthes de la citadelle, et je l'ai enfin découvert, caché dans une salle secrète, creusée au plus profond du pic. Là, j'ai appris de ses propres lèvres que sa magie avait fait de mon frère son esclave, qu'Avérok était devenu un vampire. Aveuglé par la fureur, je me suis précipité sur lui, oubliant qu'il était un redoutable magicien. Un éclair noir a alors jailli de la paume de sa main, et j'ai perdu le souvenir de ce qui est arrivé par la suite. Car lorsque j'ai repris conscience, cette brave femme était penchée sur moi et calmait l'intense douleur qui me rongeait à l'aide d'une préparation d'herbe. Mais la magie d'Arcane a volé ma jeunesse et ma force. Et seule la mort du sorcier démoniaque pourra me faire retrouver mon apparence et permettra à mon frère de trouver le repos éternel. Prenez mon épée, vous êtes le meilleur de mes chevaliers. Vous seul pouvez sauver le royaume. Avec respect, vous saisissez l'épée qui est posée sur les genoux de votre roi. Sa garde est faite de l'ivoire le plus blanc, serti d'or et de rubis. Vous vous reculez de quelques pas et vous la sortez de son fourreau. La fine lame, légèrement bleutée, étincelle dans la chaumière, et son tranchant est tel qu'elle pourrait sectionner l'objet le plus massif. De plus, elle est dotée de pouvoirs magiques, si l'on en croit les légendes qui courent à son sujet. En quelques mots, Valafort vous explique comment vous rendre le plus rapidement à la citadelle de l'ombre. Vous aimeriez qu'il vous en dise plus encore, pour savoir comment elle est défendue et la nature des créatures qui protègent Arcane. Mais les yeux du monarque se ferment et il tombe dans un profond sommeil. Il ne vous reste plus qu'à vous mettre en route, mais avant que vous ne quittiez la chaumière, la femme vous glisse dans la main un anneau d'argent serti d'une pierre bleue. Vous la remerciez et après vous être mis en selle, vous vous enfoncez dans l'obscurité. Et maintenant, tournez la page. C'est parti. Alors, elle m'a donné un anneau d'argent serti. Ok. Alors, on va le noter. Anneau d'argent serti d'une pierre. Alors, attention, les statistiques de départ
C'est bien ça. Bon, bijoux, ça correspond à bijoux, mais néanmoins, je vais le mettre dans l'équipement transporté parce que je ne sais pas s'il va me servir à autre chose. Chapitre 1. En suivant les indications données par le roi Valafort, vous retrouvez le sentier qui vous conduit bientôt hors de la forêt, dans une vaste plaine éclairée par la lune. Au loin se dresse l'inquiétante silhouette d'un pic escarpé, au sommet duquel, vous le jureriez, semble vaciller la maigre lueur d'une lanterne. La morne étendue que vous traversez est vide de toute vie. Vous n'entendez que le bruit des sabots de votre cheval et parfois le lointain ululement d'une chouette. Soudain, il vous semble reconnaître le galop d'un cheval et, en vous retournant, vous apercevez au loin un destrier qui arrive vers vous, à grande allure, monté par un cavalier revêtu d'un long manteau noir qui flotte au vent. Allez-vous essayer de distancer le cavalier en vous mettant vous-même au galop? Faire demi-tour et l'attendre? Vous dissimulez derrière une charrette qui se trouve non loin de vous. Bon, allié ou ennemi, je vais faire demi-tour et l'attendre. Je me rends au paragraphe 271. Alors je rappelle que dans celui-là, il n'y a que 300 paragraphes et non pas 400. C'est une aventure un peu plus courte et en même temps un peu plus facile qu'un certain nombre de défis fantastiques, par exemple. Mais le scénario n'en est pas moins captivant. C'est presque sans vous en rendre compte que vous avez dégainé votre épée. Et l'arme magique s'enfonce dans la poitrine du cavalier, qui n'était en fait qu'un squelette à l'immonde mâchoire ricanante. Le coup le désarçonne, et il tombe sur le sol en un tas d'os desséchés. Vous pouvez maintenant poursuivre votre chemin, mais vous pouvez également mettre pied à terre pour examiner les restes de cette créature de plus près. Alors, j'examinerai bien les restes de cette créature de plus près parce que si c'était un messager qui portait quelque chose d'important pour notre adversaire, eh bien, ce serait intéressant d'être au courant et peut-être même était-il porteur d'objets ou de papiers que nous pourrons utiliser. Et donc, je vais au 211 pour savoir de quoi il s'agit. Le cavalier était en possession d'un parchemin couvert de caractères uniques. Vous les déchiffrez non sans difficulté et vous souriez de contentement en constatant qu'il s'agit de formules permettant d'ouvrir les grilles et les portails. C'est parfait. Vous pouvez l'emporter avec vous si vous le désirez. N'oubliez pas, dans ce cas, de l'inscrire sur votre feuille d'aventure. Alors, parchemin pour ouvrir les portes. Et ensuite, on va au 27. Donc, parchemin, je vais mettre parchemin open. Comme ça, je saurai que c'est pour ouvrir les portes. Ok, pas de combat pour l'instant, on est bon. On va au 27. Oh mon Dieu, on aperçoit des choses déjà. On est ici. Vous poursuivez votre route et vous arrivez bientôt en vue d'une rivière aux eaux sombres. Par terre, à demi caché par les herbes, vous remarquez un panneau de bois sur lequel vous pouvez lire « Passeur à 20 mètres ». Un autre panneau vous indique un chemin qui part sur votre droite. Il porte la mention suivante. Pont 200 mètres. Sur l'autre rive, vous apercevez en effet une embarcation de couleur noire, sur la proue de laquelle se tient, dans l'immobilité la plus totale, une silhouette fantomatique. Vous pouvez héler le passeur, si vous le désirez, mais vous pouvez également prendre le chemin qui conduit au pont. Bon, alors le problème du passeur, c'est qu'il va vouloir un paiement. Or, justement, je n'ai pas d'or, visiblement, et il risque de vouloir peut-être mon anneau ou mon parchemin. Ça m'ennuierait particulièrement. Donc, même si ça rallonge un petit peu le chemin, je vais aller au pont. On est d'accord? On est d'accord. Était-ce une bonne idée? Nous allons le savoir dans un instant. En suivant le chemin indiqué par le panneau, vous arrivez devant un pont branlant éclairé par des torches fixées à ses extrémités. Sur une pancarte en bois
qui se balance d'avant en arrière au gré du vent, vous pouvez déchiffrer les mots suivants. Péage, votre or ou votre vie. Ah bah décidément, ils veulent tous des sous. Allez-vous déposer tout votre or dans la petite boîte en bois fixée près de la pancarte avant de traverser le pont? Bah, j'ai pas d'or. Ou préférez-vous vous y engager immédiatement sans tenir compte de l'inscription? Ici, nous avons une magnifique image avec le pont branlant, pas très engageant, et puis la fameuse pancarte, péage, votre or ou votre vie. Eh bien, écoutez, je vais provoquer le sort et j'ai décidé de ne pas payer. Donc, on va aller au 25. Vous n'avez pas parcouru la moitié du chemin que vous voyez soudain un troll au visage de démon surgir au bout du pont et vous barrer le chemin. Au même instant, vous entendez un hennissement dans votre dos et, tournant la tête, vous apercevez un autre troll en train de couper la bride de votre cheval qui, libéré, s'enfuit au grand galop. Rendez-vous au 258. Bon. Alors, pourquoi j'ai abandonné mon cheval? C'est un peu dommage. J'aurais bien gardé mon cheval, moi. Résultat, j'ai plus de cheval. Bon, là, il va falloir faire un combat. Ça va être notre premier combat. Profitant de ce que l'un des trolls est occupé avec votre cheval, vous courez vers son compagnon qui semble quelque peu inquiet par la fureur qu'il lit sur votre visage. Tant bien que mal, il essaie de parer le coup que vous lui portez. Mais vous savez cependant que votre avantage sera de courte durée. Et, en effet, vous entendez derrière vous des bruits de pas précipités. Et il va vous falloir défendre votre vie contre 2 adversaires. D'accord. Donc le premier troll a une endurance de 9 et le deuxième troll a une endurance de 12. D'accord. Donc on va lancer 2 dés. D'accord. Eh ben écoutez, on va lancer 2 dés. Voilà. Qu'est-ce que ça va donner? Alors ça va donner 6 et 4. 6 et 4, 10. D'accord. Donc, de 6 à 12, vous portez un coup à l'un des trolls. À vous de choisir lequel des deux qui perd 3 points d'endurance. Bon, on va commencer à noter ça. Les cases rencontres avec un monstre. Habileté. La habileté, je ne fuis pas. Donc, il n'en est pas question. La endurance, il y en a un qu'on a 9 et il y en a un qu'on a 12. Donc ici, je vais enlever 3 points à celui qui en avait 12. Comme ça, ça va le faire tomber à 9. Ok, ouais, en effet, les cases sont petites. Hein. Je pense qu'il faudra que je prenne une deuxième feuille ensuite. Ou alors une deuxième case pour les mêmes. Ah oui, tiens, j'aurais peut-être dû faire... bon, et on commence, hein. On commence, ça fait tellement longtemps qu'on n'en a pas fait. Bon, eh bien, voilà. Dès que vous avez réussi à vous débarrasser de l'un des trolls, vous pourrez prendre la fuite. Ah bah alors... j'aurais pu dire que c'était celui qui avait 12 qui s'occupait du cheval et j'aurais pu juste battre celui qui a 9 en endurance. Alors, bon, tant pis pour moi. Dès que vous aurez réussi à vous débarrasser de l'un des trolls, vous pourrez prendre la fuite en traversant le pont à toute allure. Alors, attendez, je vais retourner voir les règles parce que j'ai oublié un petit peu comment faire. J'ai oublié un petit peu comment faire sur la phase 2. Donc, j'y retourne. Comme les règles ne sont pas tout à fait les mêmes que dans d'autres. Donc, jetez les dés. Voilà, 10 mm en temps. D'accord. Oui, donc l'adversaire ne contre pas. Je ne lance pas les dés pour l'adversaire. D'accord. C'est juste le résultat de mes dés qui fait foi. Eh bien, écoutez, deuxième assaut. C'est parti. Ça nous fait combien ? Ça nous fait 4 et 2, 6. Alors, de 6 à 12, vous portez un coup à l'un des trolls, donc encore moins 3. Voilà, moins 3, ce qui nous fait 6. Ok, pour l'instant, ça marche bien. Je continue. Ah, 3 et 1, 4. 3 et 1, 4. Vous êtes blessé une fois et vous perdez 3 points d'endurance. Donc, je suis... de 27 moins 3, je suis à 24. Déjà,
tomber à 24. Ok, j'aurais vraiment dû choisir l'autre troll, mais bon, c'est pas grave. On continue. Oula, oui, mais attention, parce que là, il y a 3D. Ça va être un peu compliqué. Celui-là, je vais le mettre ailleurs. Alors, 5 et 1, 6. Ok, je porte un coup, moins 3. Ça veut dire qu'au prochain coup, si je l'emporte, le troll est mort et je peux fuir. Ah, mais oui, mais fuir. Si je fuis, il faut que je fasse mon jet pour la fuite. Je suppose, c'est pas une fuite automatique. Je ne sais pas. Est-ce qu'il faudra que je lance les dés pour la fuite? On lancera les dés. On va la jouer... excusez-moi, j'ai secoué un petit peu ça. Allez, 5 et 2, 7, c'est fini. Il est mort. Égale 0. C'est fini. Bon alors, rappelez-moi la fuite. Qu'est-ce qu'on doit faire déjà? Excusez-moi. Hein. Vous aurez la possibilité de fuir. S'il vous semble devoir mal terminer pour vous. Bah non. Ah, je sais pas si je dois lancer le dé là. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Je lance 2 dés. Et c'est par rapport au... Si le résultat obtenu est supérieur à votre total d'habileté, vous recevez un coup dans le dos. Et vous perdez 3 points d'endurance. Bon. Bah écoutez, je vais jouer RP. Hein. Bon, mon habileté, c'est pas terrible. Hein. Mon habileté, elle est de 4. Alors bon... Voilà, donc voilà, j'ai perdu 3 points, merci. Donc ça nous fait 21. Et là, je peux fuir. Merci beaucoup. Alors, on va... Je sais pas si je devais le faire, mais je respecte les règles. Donc, pas de souci. Bon, j'essaierai d'avoir des dés plus sympas pour une autre fois.